Ce dimanche, le Japon vote pour renouveler sa Chambre des députés. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer le vainqueur. Le Parti libéral-démocrate du nouveau Premier ministre Fumio Kishida. Mais comment puis-je être aussi sûr de moi? Eh bien grâce à 7 statistiques. Depuis 1946, le Japon a vécu 27 élections législatives. Sur ces 27 élections, 24 ont été remportées par le Parti libéral-démocrate, un parti de droite économiquement libéral, moralement conservateur et nationaliste. Ainsi, sur une période de 75 ans, le PLD est resté au pouvoir 69 ans. Mais comment expliquer une telle domination politique dans une démocratie multipartite? Pourquoi la gauche japonaise n'a-t-elle jamais réussi à s'imposer? Quelles leçons l'exemple japonais peut-il enseigner à la gauche française? Essayons de répondre à ces questions durant quelques minutes. Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo de Statistiques politiques. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le paysage politique japonais est assez fragmenté. La gauche, dominée par le Parti socialiste, tire son épingle du jeu quand la droite, divisée entre différents partis libéraux et conservateurs, pâtit de cette fragmentation. Ainsi, aux élections législatives de 1947, c'est le Parti socialiste qui arrive en tête, et son leader, Tetsu Katayama, devient Premier ministre à la faveur d'une alliance avec les centristes du Parti démocrate. Dans les premières années suivant la capitulation du Japon, le gouvernement d'occupation américain dirigé par le général MacArthur n'est pas forcément hostile au parti de gauche. Cependant, le déclenchement de la guerre froide en 1947, puis la prise de pouvoir par les communistes en Chine en 1949, le rendent plus méfiant vis-à-vis des socialistes, craignant qu'ils ne fassent dériver le Japon dans la sphère d'influence soviétique. Or, il est vital pour les Américains que le Japon reste dans le camp occidental. À cette fin, ils trouvent dans les partis libéraux et conservateurs de précieux alliés. Ainsi, dès les années 50, les Américains vont soutenir financièrement et logistiquement la droite japonaise, les aidant ainsi à remporter les élections. Dans cet objectif, les Américains, soutenus par le patronat japonais, vont pousser les deux principaux partis de droite, le Parti démocrate et le Parti libéral, à s'unir, créant ainsi, en 1955, le Parti libéral-démocrate, parti unique et ultra dominant à droite de l'échiquier politique japonais, regroupant des courants allant des libéraux aux nationalistes. Ceci dit, le soutien des Américains n'explique pas à lui tout seul la domination du PLD durant 66 ans et sa puissance toujours d'actualité. Le gouvernement d'occupation n'est plus depuis bien longtemps et la guerre froide est terminée depuis maintenant 30 ans. Pour trouver d'autres explications, je vous propose de nous intéresser à présent à la gauche japonaise. Revenons en 1947. Bien qu'hégémonique à gauche, le Parti socialiste japonais est tiraillé entre une aile gauche, attachée au marxisme-léninisme, partisan d'une révolution socialiste, et une aile droite, social-démocrate à penchant libéral. Ces tensions continues seront à l'origine de différents schismes tout au long de l'histoire du parti. Le plus marquant fut sans doute celui de 1951, lorsque le parti se scinda en deux. L'aile gauche créa le Parti socialiste de gauche, dirigé par Masaburo Suzuki, quand l'aile droite se regroupa dans le Parti socialiste de droite autour de leur leader Jotaro Kawakami. Malgré la réunification du parti en 1955, les tensions perdurèrent, empêchant les socialistes japonais de présenter une ligne cohérente à même de séduire une majorité d'électeurs. Ajoutons à cela que les élections internes permettant de définir la direction et la ligne politique du parti furent souvent remportées par l'aile gauche marxiste. Cela aura eu pour effet d'apeurer une partie des électeurs de la gauche modérée, préférant voter à droite pour éviter une victoire de socialistes radicaux qui, pensait-on, auraient poussé le Japon dans le giron de la Chine communiste toute proche. Enfin, cette domination de l'aile gauche en interne aura poussé une partie des cadres modérés à s'éloigner du parti. Ainsi, dès 1960, Suehiro Nishio, l'un des dirigeants de l'aile libérale du PSG, créera en contestation à la ligne du parti le Parti social-démocrate, emportant avec lui une partie des cadres libéraux. Mais ce phénomène atteindra son paroxysme en 1977, lorsque le leader de l'aile droite, Saburo Eda, fut exclu du parti par l'aile dirigeante. Celui-ci fonda alors avec ses fidèles un nouveau parti dissident tourné vers la social-démocratie, affaiblissant encore un peu plus le PSG.
Notons, pour conclure, la montée en puissance du Parti communiste durant toutes les années 60 et 70, concurrençant les socialistes sur leur gauche. Seulement, avec le mode de scrutin en vigueur au Japon, cette fragmentation de l'opposition lui aura été particulièrement nuisible lors des élections législatives. Au Japon, les députés sont élus, pour une partie, au scrutin uninominal majoritaire à un tour. C'est-à-dire que le candidat arrivé en tête est élu peu importe son score. On comprend donc, face à une droite unie, une gauche divisée et fortement désavantagée. Et c'est d'ailleurs ce qu'a compris l'actuel leader de l'opposition au Japon, Yukio Edano, président du Parti démocrate constitutionnel, en positionnant son parti plus à gauche et en nouant des alliances avec les sociodémocrates, les communistes et le petit parti populiste de gauche, Reiwa Shisengumi. Une alliance qui lui permit en 2017 de remporter quelques précieuses circonscriptions lors des législatives et qui devrait lui permettre de gagner encore quelques sièges lors du scrutin de ce dimanche. Alors, bien que cette stratégie aura globalement été efficace dans les circonscriptions où l'Alliance présentait un candidat démocrate, elle aura en revanche échoué lorsqu'elle fut représentée par un socialiste ou un communiste. La gauche japonaise vit ici le paradoxe expliqué par Pierre Mauroy en 71 au congrès d'Épinay. Je cite: La gauche a besoin du concours du Parti communiste pour battre la droite. Mais une gauche dominée par le Parti communiste serait le plus beau cadeau qu'elle pourrait faire à la droite. Notons également que la force de cette coalition est sans aucun doute aussi sa plus grande faiblesse. Ce qui a permis à la gauche de s'unir, c'est son attachement sans faille à la constitution pacifiste du Japon. Or, dans un contexte de tensions régionales très fortes avec ses voisins, tensions au nord avec la Russie autour des îles Kouril, tensions au sud avec la Chine autour des îles Senkaku, ou encore la menace nucléaire de la Corée du Nord, les Japonais ne sont plus forcément aussi attachés au pacifisme qu'ils pouvaient l'être il y a encore quelques décennies. Ainsi, l'opposition peut aussi sembler en décalage avec les inquiétudes d'une partie de l'électorat, là où le PLD se pose comme le protecteur du Japon, rassurant les électeurs inquiets du contexte en proposant, par exemple, d'augmenter le budget des forces d'autodéfense et en gardant la volonté de réviser à l'avenir la constitution pacifiste. Enfin, notons l'habileté des dirigeants du PLD à convoquer des élections au bon moment. Lorsque, à l'exemple de Shinzo Abe en 2014 et en 2017, le chef du gouvernement est très populaire, les dirigeants du PLD n'hésitent pas à convoquer des élections anticipées pour surfer sur cette popularité. A l'inverse, lorsque le chef du gouvernement est impopulaire, à l'exemple de Yoshihide Suga cette année, la direction du PLD convoquera les élections le plus tard possible en espérant un rebond dans l'opinion d'ici le jour du vote, quitte à changer de Premier ministre pour permettre ce rebond. C'était d'ailleurs tout l'objectif de l'élection de Fumio Kishida il y a quelques semaines en remplacement de Yoshihide Suga. Un dernier élément qui peut expliquer que la gauche ait tant de mal à conquérir le pouvoir et à s'y maintenir, c'est les difficultés rencontrées lors de ses éphémères passages aux affaires. Non mais vraiment, c'est à se demander si la gauche japonaise n'est pas la gauche la plus poissarde du monde. Les pires catastrophes de l'histoire du Japon moderne ont eu lieu sous des gouvernements de gauche. Jugez plutôt. En 1994, le socialiste Tomiichi Murayama devient Premier ministre. Seulement, un an plus tard, le Japon subit le terrible tremblement de terre de Kobe, suivi quelques mois plus tard de l'attentat au gaz sarin perpétré par la secte Aum dans le métro de Tokyo, causant la mort de 13 innocents et de graves blessures à 6300 autres. La réaction tardive et les choix hasardeux du gouvernement lui seront vivement reprochés dans la gestion de ces catastrophes. Finalement, lors des élections de 1996, les socialistes seront balayés, le parti perdant 2 tiers de ses électeurs par rapport au scrutin de 93. Après 13 années passées dans l'opposition, la gauche japonaise revient au pouvoir en 2009. Et 2 ans plus tard, le pays est frappé par un séisme de magnitude 9 qui causera la mort de 18 000 personnes et engendrera la catastrophe nucléaire de Fukushima. Là encore, le gouvernement PDJ fut contesté pour sa vitesse de réaction et sa communication durant cette crise, ainsi que pour l'approbation du plan de réactivation des unités 3 et 4 de la centrale nucléaire d'Oi votée en 2012. Ainsi, lors des élections cette même année, les démocrates furent balayés, perdant aussi 2 tiers de leurs électeurs en 3 ans.
Nous l'avons vu, la division des forces de gauche au Japon lui a été particulièrement nuisible. D'ailleurs, c'est lorsque la droite était divisée qu'elle a perdu le pouvoir en 47 et en 49. Et à l'inverse, c'est lorsque la gauche a su fédérer, comme lors des élections de 2009, qu'elle l'a emporté. Et ce constat est très intéressant si on le compare à la situation politique actuelle en France. En effet, dans cette période préélectorale, il est frappant de voir combien les forces politiques sont divisées, aussi bien à gauche qu'à droite. Et si on simplifie notre lecture, on peut dégager de ces multiples candidatures trois grands blocs. Un bloc des gauches de 7 candidats qui totalise 24%. Un bloc des droites de 5 candidats qui représente même une majorité de 51%. Et enfin, Emmanuel Macron au centre à 25%. Chose intéressante, bien qu'il ne fasse que la moitié du score des droites, Emmanuel Macron domine ce premier tour car il a su unifier la famille centriste derrière lui. Vous imaginez si les droites, à l'exemple du PLD, parvenaient à s'unir? Le rapport des forces serait bouleversé. Alors, vous me direz, cette analyse n'est pas exacte, car il est évident qu'une partie importante des républicains se tournera vers Macron plutôt que Zemmour ou Le Pen. Et vous avez raison. Qui plus est, si on prend en compte les égos et les différences idéologiques au sein de chaque camp, il est certain que l'union des gauches ou l'union des droites reste une simple utopie. En revanche, le personnel politique français ferait bien de s'inspirer de l'exemple japonais, car pour parvenir à conquérir le pouvoir, savoir mettre son ego de côté et faire des compromis peut être utile. Certes, nous n'élisons pas nos candidats au premier tour comme au Japon, mais je rappelle à tous que pour gagner au second tour, faut déjà pouvoir se qualifier. Et je pense notamment à cette logique pour les élections législatives. La division des gauches et des droites a été très profitable à Emmanuel Macron en 2017. Grâce à cela, son parti s'est qualifié au second tour dans quasiment toutes les circonscriptions de France, avec à la clé de nombreuses victoires, car les électeurs de droite se reportaient sur LREM quand ils affrontaient un candidat de gauche, et les électeurs de gauche se reportaient sur LREM quand ils affrontaient un candidat de droite. Aussi, il serait très intéressant pour les partis de gauche comme pour les partis de droite de réfléchir à une union de leur camp autour de valeurs communes qui leur permettrait d'éliminer les candidats LREM au premier tour, puis de se battre ensemble pour la victoire au second tour. Enfin, se battre l'un contre l'autre plutôt. Ce serait, à mon sens, l'un des seuls moyens pour eux de nuire à Emmanuel Macron. Sur ce constat, je vous propose qu'on s'arrête ici pour cette vidéo. Si elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses intéressantes sur le Japon, faites-le moi savoir en laissant un like et en vous abonnant. En tout cas, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo de Statistiques politiques.